BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 en ce lundi 15 septembre 2025. Et bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine palpitante d'ActuTech qui s'annonce. Vous savez, on est là du lundi au jeudi, 19h30, 21h, radio-télé, replay, podcast, vous le savez, qui est en passage. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous de nous écouter et d'être de plus en plus nombreux à être fidèles à Tech & Co, puisque cette semaine, nous avons été le premier podcast tech sur Apple Podcast. C'est grâce à vous, donc merci mille fois. Au sommaire de Tech & Co, ce lundi, eh bien, on va revenir sur la bérésina de l'IA chez Apple. Encore une fois, eh bien, le patron de l'IA est parti. C'est la fuite des cerveaux de l'IA chez Cupertino. On va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi, eh bien, ça y est, peut-être le dénouement concernant TikTok aux États-Unis. TikTok devrait passer sous pavillon américain. Ça a été annoncé par Donald Trump il y a quelques heures. Et puis, tiens, association intéressante entre Carrefour, le distributeur, et WhatsApp, qui va nous faciliter la vie, surtout si vous êtes un client Carrefour, et notamment si vous faites des commandes via l'appli ou via le Drive. WhatsApp va devenir, eh bien, votre principal interlocuteur. On recevra, eh bien, écoutez, une personnalité de chez Meta, mais aussi l'un des dirigeants de Carrefour qui nous expliqueront tout à l'heure ce deal, ce partenariat. Grand merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Tech & Co, la quotidienne qui commence bien sûr, vous le savez, pendant une heure, on parle de tech. Et on débriefe l'actu tech ensemble. Une actu qui, en ce début de semaine, est très chargée. Et nous avons sur le plateau de Tech & Co ce soir Philippe Devos. Salut Philippe. Bonsoir François. Fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadu, ancien directeur général de l'Epita. Et à ses côtés, nous avons Damien Dohany. Salut Damien. Bonsoir François. Responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos. Et Frédéric Simotel, bien évidemment, mon fidèle camarade. À toutes et tous. Et puis parce que sa modestie il se refusera de le dire, mais Philippe nous a amené son livre traduit en chinois. Ah, très bien. D'ailleurs, il va nous lire quelques passages. Ouais, je vais vous lire quelques passages. J'avoue, quand j'ai ouvert, je n'ai rien compris. Oui. Difficile à faire retraduire dans l'autre sens. Ça va faire drôle d'ouvrir un livre que tu as écrit, dont tu ne comprends pas les phrases. Donc je ne comprends pas les phrases, surtout que les phrases, le chinois étant en idéogramme, oui. Je crois que tous les efforts que j'avais mis en termes de style, de phrasé, etc., disparaissent là. Donc je ne saurais jamais ce qu'ils ont mis dedans. Mais j'avoue que c'était une très bonne surprise d'être édité aux presses universitaires de Pékin pour un livre qui est sorti en France il y a 3 ans, mais qui continue à bien vivre sa vie. Je crois que c'est la première fois sur BFM Business qu'on fait la promotion d'un livre en chinois. Oui. Mais écoutez, il faut un début à tout. Tout est possible. Et tout est possible dans Tech & Co, la quotidienne. On va commencer bien sûr par Apple et on va dire cette fuite des talents, puisque Apple perd encore l'une de ses personnalités de l'IA, et pas n'importe qui, c'est l'un des plus hauts responsables de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Robbie Walker, en charge notamment de la stratégie autour de Siri. Mais après 12 ans de maison, il a annoncé son départ pour fin octobre. Léa Benaïm nous explique tout cela et on revient juste après, bien sûr, sur le plateau de Tech & Co. Un départ qui intervient dans un contexte très délicat pour Apple. Siri, l'assistant vocal lancé il y a plus de 10 ans, reste toujours limité face à la concurrence. Les promesses de modernisation sont nombreuses, mais les reports s'enchaînent et les utilisateurs attendent toujours une véritable révolution. Preuve de l'urgence de la situation, Apple envisagerait même de demander de l'aide à Google pour renforcer Siri. Un scénario impensable il y a encore quelques années qui illustre à quel point l'entreprise peine à s'imposer dans ce secteur. Et Robbie Walker n'est pas le seul à quitter le navire. Ces derniers mois, plusieurs ingénieurs et chercheurs de haut niveau ont été débauchés par Meta, séduits par son projet de super intelligence et par des offres de salaire vertigineuses. Pour tenter de redresser la barre, la direction de l'IA a été confiée en avril dernier à Mike Rockwell, déjà en charge du Vision Pro. Alors c'est pas rassurant tout ça concernant le futur de cette éventuelle Siri qui devrait être un petit peu plus intelligent qu'il ne l'est aujourd'hui.
ça va pas être très compliqué, mais on se dit que, voilà, où est la stratégie d'Apple en matière de Siri et d'intelligence artificielle? Quand est-ce qu'un nouveau Siri sortira? Avec cette hémorragie de talent, on se demande eh bien, si ça va pas être reporté sine die, non? Damien, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Compliqué cette histoire, d'abord parce que ça montre qu'on peut être un géant de l'électronique, de l'informatique, comme Apple, et trébucher sur des choses qui ne sont pas triviales. Et puis c'est une boîte qui est hyper désirée quand même encore, alors même si certains disent qu'elle a perdu un peu de sa superbe, mais Apple reste Apple quand même. Oui, et malgré tout, ben voilà. Apple reste Apple. Après, Apple a ses propres complexités vis-à-vis de l'IA, qui est un sujet sur lequel ils sont venus assez tardivement. Et sur lequel aujourd'hui ils se heurtent au modèle des LLM, enfin modèle de conversation, sur lequel ils n'ont pas la main, et sur lequel ils ont du mal à arriver à gérer un Siri nouvelle génération, sachant que l'ancien prend encore pas mal de place. Philippe, qu'est-ce qui se passe chez Apple à ton avis? C'est Steve au secours revient. Bon, là, ça va être compliqué. Moi, ce qui m'a frappé... C'est plus facile d'apprendre le chinois pour lire ton livre, je pense, que de faire revenir Steve. Moi, ce qui m'a frappé dans la keynote de la semaine dernière, c'est le fait que d'abord Apple Intelligence, qui était le mot d'ordre qu'on entendait partout il y a un an, avait disparu. Donc je ne sais pas ce qui va faire que les produits sont les best ever, mais en tout cas, Apple Intelligence n'est pas mis en avant comme un argument. L'autre chose qui est très curieux quand même, c'est que sur ce sujet de l'intelligence et de Siri, Apple est une entreprise qui nous avait habitués à nous surprendre avec un one lasting en sortant des produits. Alors bien sûr, elle est maintenant sous les feux de la rampe, donc tout le monde farfouille pour essayer de trouver des informations, des fuites, des leaks. Mais, ce qui était le cas d'ailleurs pour la keynote là, du 9 septembre. Petite parenthèse, on savait tout dès quelques jours avant, mais tout. Absolument. Mais en même temps, Apple en général montre ce qu'ils ont fait. Sur le Vision Pro, ils avaient réussi à surprendre. Parce qu'ils avaient délivré quelque chose dont les gens ont mis du temps à découvrir à quel point la spatialisation de l'environnement de travail avait été bien représentée. Ils ont surpris aussi par le prix de l'appareil. Ils ont surpris par beaucoup de monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il est magnifiquement fini et il est très bien fait. Il y avait l'expérience arrivée avant la promesse. Là, on a une promesse qui traîne. Alors que, mais ça on a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, il y a tout complètement protégé aujourd'hui, sécurisé dans l'environnement des iPhones et des Mac des utilisateurs pour gérer la première attente de tout le monde en matière d'intelligence, qui est la gestion du contexte. Quand je pense qu'on ne peut même pas aujourd'hui faire une recherche dans le passé, dans son agenda, quand on a pris une note d'un rendez-vous quelque part, on ne peut pas, on fait des recherches, elles ne concernent que les événements à venir. Il y a une espèce de perte de la fluidité qui est liée à une perte de contexte. Donc pour moi, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, qui est un paradoxe, c'est qu'Apple moi, en préparant cette émission, j'avais regardé, Apple a acquis pas moins de 32 sociétés gravitant dans l'intelligence artificielle ces dernières années. On n'a rien vu sortir. On n'a pas vu une différence, la résolution définitive d'un problème. On a l'impression de se heurter toujours aux mêmes barrières sans que rien ne change. Et donc, je pense qu'ils sont effectivement en très grande difficulté. Maintenant, ceux qui disent que racheter une start-up externe, parce qu'ils auraient les moyens de s'offrir Perplexity, ils auraient les moyens de s'offrir qui veulent. Ils auraient les moyens de s'offrir. Là, il y a eu la rumeur Mistral. Mais c'est un peu plus compliqué avec ASML. Mais le vrai sujet, c'est l'intégration. Et il est possible, enfin, mon interprétation, c'est que le management d'Apple, l'organisation par projet extrêmement siloté, l'accent mis sur la privacy, la sécurité des informations, fait qu'aujourd'hui, leur difficulté, elle n'est pas tellement d'avoir ils pourraient s'offrir, ils pourraient même entraîner n'importe quel LLM à leur guise. Leur vrai sujet, c'est comment arriver à faire émerger du sens de tout ce qui est à l'intérieur des iPhones de leurs utilisateurs ou des Mac de leurs utilisateurs. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'ils ont introduit les Neural Engines et donc des circuits dédiés dans leurs puces. Mais c'est la matière. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à extraire correctement la matière. Il y a de l'IA. Les Neural Engine, par exemple, ils utilisent ça pour
taper dans ton iPhone voiture et il va sortir les photos qui ont une voiture. Et ça marche plutôt pas mal. Ils vont être capables d'aller chercher de manière contextuelle les dernières AirPods qui sont sortis, AirPods Pro, qui font de la traduction en temps réel, en local. Pas en Europe. Pas en Europe, mais ça c'est une question, de réglementation. Merci qui? C'est une question de réglementation. Il y avait Thierry Breton que j'ai croisé tout à l'heure. Voilà, merci. Voilà. Merci Thierry. Ça, c'est une question de réglementation, mais ça marche. Je veux dire, en local, on met AirPods, on peut faire de la traduction. C'est de l'IA. Ils savent faire ça. Là où ils butent, c'est sur le conversationnel. C'est rendre intelligent la promesse initiale de Siri. C'est la vraie IA générative, on va dire. Qui était ce que... Mais soyez en passant, attends. C'est un assistant vocal et il n'arrive pas à le faire passer en agent conversationnel. Quoi. Oui, mais maintenant, si tu regardes un peu ailleurs... Parce que, juste un bref instant, vous êtes aussi maintenant exposé au résumé des SMS ou des emails que vous recevez. Oui. Parfois, c'est un peu gênant. Il y a des contresens, des fois, on est d'accord. Parfois, c'est un peu gênant, en effet. C'est plus du bruit que du résumé. Et puis, on comprend pas. Non. Maintenant, ce qui est intéressant quand même à regarder, c'est de comparer à côté. On va prendre un Amazon, qui est une boîte à peu près comparable en termes de grosseur. Ça fait des années qu'ils butent sur Alexa, version conversationnelle. Ils ont lancé Alexa Plus. Alexa Plus, pour l'instant, c'est verrouillé, c'est sur un nombre limité de personnes, c'est bêta-testé, ils ont toujours des problèmes d'hallucination. Donc, c'est pas facile de passer à l'échelle. Ils vont annoncer quelque chose là dans les jours qui viennent. Alors, peut-être qu'ils ont réussi à craquer quelque chose. Dans tous les cas de figure, eux, ils ont mis des billes chez Anthropic. Mais dans tous les cas de figure, c'est pas facile de faire passer à l'échelle sur des acteurs qui sont des acteurs qui touchent des milliards d'utilisateurs et qui ont des terminaux un peu partout, d'arriver à monter à l'échelle des outils qui soient suffisamment robustes pour arriver à avoir quelque chose qui fonctionne. Et tu le sais comme moi, chez Apple, le côté quintessence de l'expérience client et utilisateur qui doit fonctionner nickel, ça, tu ne peux pas te permettre d'avoir une erreur du style comme c'est arrivé chez ChatGPT, quelqu'un ChatGPT qui pousse quelqu'un, qui induit quelqu'un de se suicider. Tu ne peux pas avoir ça. Juste un mot sur le pédigré de ce monsieur qui s'en va, le Robbie Walker. En fait, il est arrivé chez Apple en 2013. Ce garçon avait fondé auparavant 2 startups, une qui s'appelait Zinter, qui avait été rachetée par Google en 2007, et une autre qui s'appelait Q, qui avait été rachetée, justement, qui était une espèce d'algorithme de recherche, en fait, sur des logiciels. Et je pense que c'est ce qui a boosté Spotlight. En gros, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et donc, à partir de là, quand en fait, Apple a racheté cette boîte qui s'appelait Q, il a intégré Apple en 2013. Et depuis 2013, il a gravi les échelons. Il était aujourd'hui directeur. Et je pense que c'est vrai que petit à petit, il s'est tourné vers l'IA. Et là, on ne sait pas pourquoi il est parti. Est-ce que... C'est le patron de Siri jusqu'en avril 2025. Voilà. Mais il ne s'occupait pas que de Siri. Il s'occupait J'ai retrouvé l'organigramme là, chez Apple. Alors, première chose, je disais tout à l'heure avec François, je me suis amusé à faire un petit dialogue. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un dialogue entre Tim Cook et Robbie Walker qui s'en va. Alors, pour tout ça, il m'a fait un dialogue standard, un dialogue plus tendu, un dialogue off. Bon, à chaque fois, ce qui ressort, c'est exactement ce que tu dis. C'est un Robbie Walker qui dit à Tim Cook, écoute, il y a trop de process, on demande la privacy, tout ça, je ne peux pas avancer à la vitesse des OpenAI et des Gemini, donc je m'en vais. Enfin voilà, donc tu vois, ça ressort. Alors là, je regardais un peu l'organigramme chez Apple. Chez Apple, il y a 3 divisions pour l'IA. Il y a Apple Intelligence, il y a Siri, et puis il y a la division dont il était le patron, c'est ce qu'ils appellent Answer Information and Knowledge. C'est le moteur de connaissances internes. C'est celui qui va sur lequel. Alors tout ça est imbriqué. L'un travaille pour Siri, c'est l'interface pour Apple Intelligence. Et voilà. Donc déjà, quand on te dit Apple Intelligence, bon, c'est intégrer l'IA générative dans les iPads, iOS, tout le reste. Siri, Siri, devient l'interface principale de l'IA générative d'Apple, donc de Apple Intelligence au-dessus. Et puis alors, la division Answer Information and Knowledge, c'est donner à Siri la capacité de fournir de vraies réponses. Déjà, on se dit, bon, ils essaient de faire une organisation par couche. Et puis derrière, il y a d'autres applications, il y a d'autres divisions IA. C'est la computer vision, l'AI pour la santé, puis l'AI pour les services, pour la musique, etc. Déjà, rien que là, tu te dis, attends, il y a 3 patrons déjà dans tout ça qui se tirent la bourre, qui sont pas vraiment coordonnés. Je pense que déjà, et ça, on en parle depuis plusieurs mois déjà, de dire en interne, entre Apple Intelligent, enfin voilà, on sent qu'il y a des tensions parce que tout le monde n'essaie pas d'avancer sur un même projet commun. En plus, on sait que chez Apple, souvent, c'est très compartimenté. Chacun travaille dans son coin, et d'ailleurs, même parfois, travaille sur les mêmes produits
lui. Et puis Steve Jobs disait à la fin, bon, bah, c'est lui qui est le meilleur. Donc je pense que déjà, là, il y a un problème. Après, il y a tout ce que tu dis. Je pense qu'il y a des process. Il y a que Gemini, Google, on l'a tous vu. Quand Google a sorti son IA, on s'est moqué de Google. On se dit, mais comment ils peuvent sortir? Mais oui, mais ils ont sorti quelque chose qui s'est amélioré. Et Apple, lui, veut attendre le truc ultime. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis. Apple travaille comme une société qui produit un produit parfait qui va massacrer le marché. Les MP3 sortent, ils sortent l'iPod bien plus tard, mais ils massacrent le marché. Il y a des appareils qui existent, des pseudo-smartphones, ils sortent l'iPhone. Donc il y a ce côté un peu du produit fini. L'IA, c'est pas un produit fini, c'est un produit qui est constamment en évolution. Et il y a cette difficulté-là. Il y a ce que tu disais sur la privacy, la confidentialité des données. Il y a aussi un autre élément. J'ai lu un article de Bloomberg hyper intéressant, je le mettrai sur mon Twitter s'il y en a qui ont envie d'aller voir, qui raconte que jusqu'à 2022, Craig Federighi, le patron qui aujourd'hui a récupéré Signe, ne croyait pas au LLM et au conversationnel, à la différence de Walker qui s'en va aujourd'hui. Et en gros, ils ont mis du temps à mettre en marche la machine. Et lorsque il a commencé à jouer avec ChatGPT, il s'est dit, ah ouais, il y a un truc pas mal. Et là, il a fallu sortir les rames pour dire, il faut aller plus vite. Alors que Tim Cook, lui, voulait pousser sur l'IA, notamment puisqu'il y avait le projet à l'époque de la voiture, Titan, qui déjà utilisait pas mal de chercheurs d'IA, notamment, qui ont été remis après sur les Siri et autres. Donc, il y a un truc autour de ça qui se passe, ce que tu disais sur le côté un peu qui décide de quoi. Et puis regarde, quand on a parlé du rachat de Perplexity ou de Mistral à l'époque, tu avais Greg Federighi, lui, il était plutôt pour, et tu en as d'autres qui disaient, non, on va tout développer en interne, tu vois. Et puis c'est pas dans la culture d'Apple de racheter des boîtes à des milliards comme ça. Ça a été très rare. Ils l'ont fait très particulier. C'était très c'était particulier, mais Apple est une boîte d'acquisition de start-up, de toutes petites boîtes qu'elle digère instantanément. Elle fait disparaître la boîte et elle prend ses talents qu'elle intègre dans des équipes. Je me permets de te corriger sur un point. Elle les digère pas instantanément. Moi, je l'ai vu avec ImSense en 2010. Entre le moment de l'acquisition et le moment où le pipeline de traitement d'image incorpore les algos qu'on avait développés à Cambridge, il s'est écoulé 1 an. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes de mon entourage qui me disent « Ah oui, on a vu que l'iPhone 4 sortait le HDR, c'est vous, c'est toi, etc. » Ah non, pas du tout, t'as vu, il est mauvais. Et effectivement, ils ont ce temps de riff. Alors, c'est peut-être une autre explication, c'est qu'ils ont cette culture du polissage. C'est pareil pour leur alu. Là. On met de la céramique, on fait des choses nanométriques qui sont parfaites. Mais ça marche quand le matériau sur lequel tu travailles ne bouge pas. Et là, l'environnement se déforme en permanence. Ça va peut-être trop vite pour eux. Oui, en tous les cas, on va voir si cette hémorragie est terminée, parce que toutes les semaines, Fred, toutes les semaines, on a des départs en ce moment. Et puis, on ne peut pas associer qualité, fiabilité et la vitesse à laquelle vont les innovations aujourd'hui. Voilà. Donc, alors après, ils continuent à vendre des téléphones et tout ça, mais il y a un moment, ça va se voir, quoi. Oui, alors, tiens, puisqu'on est dans l'univers Apple, note un petit peu plus positive quand même. Alors, on vous en parle depuis un moment, mais il semblerait qu'Apple soit sûr, enfin, est dans ses projets court terme, c'est-à-dire dans les 12 prochains mois, de sortir une nouvelle paire de lunettes, enfin une première paire de lunettes connectées. Ce ne seraient pas des lunettes connectées hyper technologiques dans le sens où il n'y aurait pas encore d'affichage holographique. Là, on parle d'un premier modèle où justement l'intégration de tout l'OS Apple serait évidemment hyper léchée comme d'habitude. Donc on peut imaginer des AirPods, mais en forme de lunettes, si vous voulez, avec en plus des caméras, un peu comme le fait Meta, finalement, mais à la sauce Apple, avec une intégration, on va dire, poussée à l'extrême. Ça devrait arriver dans les 12-18 prochains mois. C'est long déjà quand même aussi. Ouais, mais tu sais que pour Apple, enfin, il y a quand même un certain temps long, donc ça pourra arriver 2026 ou alors 2027. Rappelons que 2027, on fêtera les 20 ans de l'iPhone. Peut-être qu'à ce moment-là, Apple décidera de sortir toute une panoplie de nouveaux produits et ces lunettes pourront en faire partie. Et puis en deuxième modèle sortirait quelques mois plus tard une paire de lunettes, là avec un affichage holographique. Donc on le voit, Apple ne peut pas rester sur le bas-côté de la route sur ces nouveaux devices qui sont en train de faire l'unanimité, parce qu'on parle de Meta, mais Samsung va sortir ses lunettes, ça va être annoncé dans quelques jours. Amazon, on en parlait Fred la semaine dernière, va sortir aussi sa lunette connectée. En Chine, c'est notre ami Yves Med qui nous disait ça. Il y a des lunettes connectées partout. À 20 $, vous achetez des lunettes comme les Meta. Enfin, voilà. C'est le nouveau produit bankable, j'ai envie de dire, Philippe. Oui, c'est intéressant de voir cette histoire de lunettes, parce que ça commence avec Google, avec le projet Google Glass qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque.
couler les lunettes aussi, par exemple. Qui a coulé lui-même d'ailleurs. Mais quand on se demande pourquoi qu'est-ce qu'il y a de commun entre Google et Meta, puisque c'est Meta qui revisite le sujet et qui le développe avec succès, puisque en tout cas pour l'instant ils sont un peu seuls sur leur marché, ils ont quasiment les 3/4 du marché, mais ils ont quand même vendu plusieurs millions de paires. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'envie de toucher au hardware, cette espèce de truc un peu irrationnel et viscéral qu'il y a dans les sociétés de logiciels. Google voulait faire du matériel, depuis ils se sont rattrapés avec d'autres choses. Meta voulait faire du matériel. Meta s'est cassé les dents sur le smartphone. Meta ça a été le cauchemar. C'est un des grands drames de Zuckerberg. À chaque fois, ils ont fait des devices, sorte de webcam que tu mettais chez toi et tout. Voilà, c'est le plus grand drame l'un des plus grands drames de sa vie, de Zuckerberg. Le jour où il écrira ses mémoires, je pense que ce sera. Il aurait aimé faire un objet. Et donc là, ils sont en train d'y arriver. Là où Meta est en train de réussir, et je pense que Apple peut s'engouffrer dans cette brèche de manière très légitime, c'est le fait que Meta, très astucieusement, a passé des partenariats avec des marques et est entré par le segment du luxe. Donc par le segment d'un objet qui soit désirable pour d'autres raisons que les seules raisons technologiques. Avec Oakley. Exactement. Ils vont partir avec Prada. Ils vont du coup permettre de continuer à étendre l'amplitude de prix. Et ça c'est du pain béni pour Apple, parce que ça veut dire qu'Apple va pouvoir rentrer sur un segment premium qui aura été préparé avec sa propre puissance de marque et avec un autre atout que n'a pas Meta, c'est qu'Apple maîtrise a priori tout l'écosystème, l'environnement nécessaire pour fabriquer ce genre d'objets. Les applis. Ils ont parfaitement raison, à mon sens, de démarrer en associant les lunettes à l'iPhone, parce que c'est du déport de puissance de calcul qui augmente l'autonomie des objets. C'est exactement le même écosystème qu'avec la montre ou avec les AirPods, c'est le même principe. Et puis ils ont plein de techno dans le casque qu'ils vont pouvoir réutiliser, tester, miniaturiser. Dès qu'il faudra faire les écrans, ils auront acquis tout ce qu'ils savent, ils auront appris du Vision Pro, mais surtout ils ont les puces. Ça c'est passé assez peu, c'est passé sous les radars de la keynote, mais Apple a annoncé une évolution majeure de son modem radio, le C1X, et donc a sorti Qualcomm complètement de l'équation. Et Apple a annoncé le N1. Qui sort complètement Broadcom de l'écosystème, puisque le N1, c'est la puce qui va gérer les communications radio courte portée, c'est-à-dire le Wi-Fi, le Bluetooth et le protocole Threads, qui est clé pour la maison connectée. Et donc, avec ces éléments-là, et le fait qu'ils savent faire des chips extrêmement performants à faible consommation, je pense qu'ils ont tous les ingrédients qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Donc là, pour le coup, ils ne dépendent pas d'une négo et de fuite éventuelle avec un fournisseur. Mais il y a un point qui leur manque, et on en revient au point précédent. C'est l'IA conversationnelle. Exactement. Le fait ce qu'essaie d'intégrer Meta. Absolument Meta absolument dans tous ses produits, et notamment dans ses lunettes, puisque c'est ça qui a fait décoller véritablement le deuxième modèle Ray-Ban Meta. Et ce qui est intéressant, une belle transition pour expliquer que notre ami Mark Zuckerberg mise gros sur les lunettes. Il a déclaré ceci: sans elles, vous serez désavantagé à l'avenir. Et Zuckerberg veut faire des lunettes intelligentes, en fait, le nouveau smartphone. Et il a une roadmap qui est très clair. Prochaines lunettes qui vont être annoncées dans quelques jours. D'après ce que j'ai cru comprendre, Meta devrait faire une petite keynote pour annoncer donc des lunettes avec pour la première fois un affichage dans les verres. Alors ça serait pas un affichage hyper sophistiqué, mais en tous les cas, on pourra avoir des notifications. On aurait le retour des Google Glass. Exactement. Voilà. Exactement. 10 ans plus tard, ils avaient raison. Mais peut-être avec les deux verres. Oui, on est d'accord. Mais cette logique-là de notification, de petites notifications dans le coin du verre, ça devrait sortir sous marque Gucci. Parce que les Gucci sont épaisses. Donc, tu peux arriver à cacher du matériel dedans. Et de la batterie. Et de la batterie. Mais on garde toujours une marque, on va dire premium, de style pour vendre une paire de lunettes et de la technologie derrière. C'est-à-dire que ça reste des Gucci connectés. Le grand truc, c'est de dire, ce que tu disais, c'est non pas d'avoir proposé un objet technologique, mais d'avoir proposé un objet de mode, un objet désirable, en ayant de manière quasiment invisible intégré de la technologie. C'est ça la force de l'histoire. Et ça a été bien pensé. Sur ce coup-là, ça a vraiment été bien pensé. Et puis, à travailler sur les verres avec EssilorLuxottica, ils ont accès aussi, via leur partenariat, à certains brevets, notamment dans les gravures sur les verres pour graver un écran. C'est quelque chose quand même, il faut maîtriser. C'est pas un écran en plus, mais EssilorLuxottica a des brevets qui datent d'un moment. Ils ont acheté plein de brevets dans le domaine des verres, de la gravure, d'intégrer des composants à l'intérieur des verres. Donc là, Meta, avec l'accord qu'ils ont autour
autour de Ray-Ban, ils vont pouvoir aussi travailler sur ces choses-là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et puis, comparé à Google Glass, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est qu'à l'époque, quand Google Glass a démarré, ils partaient pas. Ce qu'ils cherchaient surtout, c'est à étendre ce que faisait Google sur des lunettes. Or, Meta, eux, ils sont partis de zéro. Ils ont dit, bon, tiens, il faut qu'on crée un nouveau device pour de nouveaux usages et tout ça. Alors que Google essaye plus de trouver, tiens, il y a l'écran, et puis le smartphone n'avait pas encore le C'était il y a 10 ans. Je veux dire, donc voilà, les choses ont évolué. L'acceptabilité a évolué aussi. Il y a 10 ans, il y avait des petits panneaux à San Francisco avec marqué interdit au Google Glass dans les cafés. Aujourd'hui, tu n'as pas marqué interdit à des Ray-Ban Meta. Je me demande comment ça va se passer quand même dans les salles d'examen. Ouais. J'ai été assez frappé par cette courbe. Vous avez dû la voir. On interdit les téléphones, on va interdire les lunettes connectées. Vous avez vu cette courbe là cet été, le 6 juin, date de la fin des cours aux États-Unis, décrochage massif de la charge sur tous les modèles d'OpenAI. C'était le début des vacances. Quand tu vas faire, il va falloir que tu aies ta paire de lunettes de secours non connectées. Voilà. Mais tu auras un panneau lunettes connectées interdites. Oui, mais comme tu as aujourd'hui, on n'a pas de téléphone ou pas de montre connectée, etc. Voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est un peu passé sous le radar quand même. Mais tu as quand même mis de l'argent sur la table pour acheter 3% des Silor. Il paraît qu'ils pourraient monter jusqu'à 5. Alors, au-dessus de 5, ils doivent faire une déclaration et tout ça. Donc, voilà. Même c'est intéressant parce que d'abord, c'est pas neutre de mettre 3% sur la table. Et surtout, ça permet de verrouiller un partenariat privilégié avec des marques, comme tu disais, des marques très fortes sur lesquelles ils vont pouvoir se positionner. Donc, c'est intéressant de voir qu'il n'y a en gros pas 36 acteurs qui ont des marques comme ça sur le marché. Ça va être intéressant de voir comment les autres vont pouvoir se positionner aussi. Et puis il reste Zeiss. Et puis le marché est immense, parce que plus on vieillit, plus on porte des lunettes. Le marché asiatique, ils sont censés pratiquement tous porter des lunettes. Enfin, il y a un marché considérable. Ouais, il va y avoir juste un tout petit sujet qui va être de savoir si l'obsolescence technologique des lunettes sera aussi rapide que les variations de la vue d'un certain nombre de personnes qui ont besoin de... Mais maintenant, tu as des verres qui corrigent ta vue, qui ne font pas juste que la correction. Il faudra peut-être mettre des verres qui soignent ta vue. Ce que je veux dire, c'est que pour les changements de verres, ça va... ce qui jusqu'ici était un marché avec d'un côté des verres que tu faisais refaire et puis des montures, etc. Là va se... parce que jusqu'ici, tout allait bien. Tu pouvais mettre le verre que tu voulais dans tes Ray-Ban Meta. Là où maintenant que tu graves, puisque c'est ce que j'ai compris, tu as prévu de graver ou d'insérer un écran dans le verre, si c'est bien le verre correcteur, ça va commencer à coûter cher. J'ai compris. Tu as un sujet de renouvellement à venir qui va être intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant à voir aussi, tu le disais tout à l'heure, François, la phrase en introduction, la phrase de Zuckerberg. La phrase exacte, c'est je pense qu'à l'avenir, si vous ne disposez pas de lunettes équipées de l'intelligence artificielle, vous serez probablement désavantagé sur le plan cognitif. C'est quand même vachement fort. C'est dingue. Par rapport aux autres personnes, à vos collègues ou à vos concurrents. En fait, Marc, il a envie de réussir le métavers. Ouais. Et comme il est prêt à dire tout ce qui lui passe par la tête. Et comme il est prêt à mettre ça dans une filiale qui pèse quand même 60 milliards de déficit, mais c'est pas grave, il va se dire qu'il va repasser par la fenêtre pour arriver au final, à cette vision qu'il a, qui est un monde pervasif, un monde ambient, comme disaient les anglo-saxons, de l'intelligence invisible, présente partout, où on peut accéder à l'information tant en invoquant une IA que des caméras permettant de lire le monde et de me dire ce que j'ai devant toi, ce que j'ai devant moi, etc. etc. Et on va vers un truc qui est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Et assez vertigineux, parce qu'on parle de méta, mais imaginez quand OpenAI sortira son objet mystérieux avec lequel on pourra dialoguer, ça va être intéressant. Petite pause, mesdames, messieurs, il est 20h, toujours avec le top du top du commentaire tech. Nous avons Damien Dohamy ce soir, nous avons Philippe Devost et Frédéric Simotel. Et dans un instant, on va évoquer sans doute l'accord entre OpenAI et Microsoft. C'était un peu tendu. Visiblement, ils arrivent à se mettre d'accord. On parlera aussi de TikTok. Là aussi, grosse news. Visiblement, TikTok devrait passer sous pavillon américain. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce sujet. C'est Trump qui l'a annoncé il y a quelques minutes. Et puis, vous restez avec nous, bien sûr. Toute l'actualité tech débattue avec nos experts jusqu'à 20h30. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de l'Actu Tech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co. Ce lundi, nous avons Philippe Devos, fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo et ancien directeur général de l'Epita. À ses côtés, c'est Damien Dohany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos. Et Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste à BFM Business. Avant d'évoquer la possible transformation de TikTok qui pourrait s'américaniser de manière officielle, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump il y a quelques minutes. Et bien avant tout cela, on va revenir sur l'un des feuilletons les plus, on va dire, chauds de ces derniers mois. C'est les relations un peu tendues que peuvent entretenir à la fois Microsoft et OpenAI. Fred, visiblement, tout est en train de s'apaiser. Oui, parce qu'on a failli avoir un procès quand même entre ces deux acteurs qui jouent sans cesse à je t'aime moi non plus. Hein, c'est un peu ça. Je vais résumer très rapidement, vraiment dans les grandes lignes. OpenAI fondé en 2016, un laboratoire à but non lucratif. Parce que là, tout va bien, voilà, les chercheurs, Elon Musk a même mis de l'argent dedans. 2019, ils créent une filiale commerciale parce qu'ils avaient besoin d'accueillir un peu plus d'argent. Et c'est là où Microsoft est arrivé avec ses 10-13 milliards d'investissements. Mais Microsoft n'était pas actionnaire parce que c'était une filiale commerciale, mais dirigée par la société à but non lucratif. Donc, une filiale qui dépendait du labo. Bon, Microsoft s'est dit, bon, on verra. Et puis, fin 2024, Microsoft commence à dire, bon, écoutez, c'est gentil, tout ça, mais nous, on a quand même mis beaucoup d'argent et on voudrait pouvoir voter, avoir un poids dans la gouvernance. OpenAI dit, non, les statuts, c'est comme ça. Bah, tiens, ça nous donne l'occasion de mettre fin à ce contrat d'exclusivité parce que nous-mêmes, OpenAI, on était un peu bloqués avec vous, Microsoft, obligés de passer par Azure, alors qu'on aurait bien aimé aller voir WSGCP. Donc là, on se dit, ça y est, ils vont se taper sur la tête. Et puis finalement, là, il sera arrivé à un accord. Écoutez, cette filiale commerciale, on va faire un pacte d'actionnaires, on va donner 30% à Microsoft, donc Microsoft retrouve la valeur qu'elle avait, enfin la valeur, elle retrouve ce qu'elle a, ses investissements, 30% pour OpenAI, et puis le reste, c'est 40%, ce sera d'autres investisseurs, ce sera des salariés. Voilà, et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à cet accord-là. Alors pourquoi c'est important pour OpenAI? Parce que s'ils ne changeaient pas légèrement ce statut, eh bien ils étaient bloqués pour accueillir d'autres investisseurs. Et puis Microsoft, là, verrouillé et tout, parce qu'ils disaient, nous, on a quand même mis de l'argent, on voudrait, on va pas sortir de là, un peu comme on le voit dans le foot, quand des joueurs ont été acquis très cher, et puis en fin de contrat, ils s'en vont gratuits. Le club, c'est pas ce qu'il escomptait. Il voulait vendre le joueur encore sous contrat pour toucher un peu d'argent. Donc voilà, donc là, visiblement, ça commence à s'arranger. Donc on va voir la suite, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un... Mais enfin là, je pense qu'on est entre gens corrects. Ça va permettre à OpenAI, à Microsoft de bénéficier quand même, de continuer à bénéficier de la recherche d'OpenAI, à ce qu'il reste amis, continuer d'intégrer. Et puis, je pense qu'OpenAI s'est dit quand même que la puissance du développement de toute la base de développeurs de Microsoft, la puissance de son réseau commercial au sein des entreprises, ça valait quand même le coup de ne pas se fâcher avec eux. Non, mais il faut aussi que OpenAI puisse voler de ses propres ailes et passer des accords commerciaux avec des concurrents potentiels de Microsoft. Voilà. On l'a vu, effectivement. Ils pourront le faire. Qui veut réagir sur ce sujet ? C'est la guerre des roses entre Microsoft et OpenAI. Moi, je pense que ça finira mal à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, ils ont encore trouvé un moyen de faire tenir le couple. Un peu comme Trump et Musk. Ça avait bien commencé, cette love story. Puis... Non, mais effectivement, il y a des enjeux. Tu le disais, il y a Azure quand même derrière, qui est quand même un des premiers cloud providers mondiaux pour les entreprises. Il y a du Copilot qui tourne avec du ChatGPT derrière. Donc, il y a les technologies OpenAI. Donc, oui, ils ont un intérêt commun et objectif de rester ensemble. Mais j'ai quand même l'intuition qu'il y a un moment, c'est pas la première fois que ça coince. J'ai quand même l'intuition qu'il y a un moment, il y a un truc qui va se passer. OpenAI a besoin d'argent de toutes les manières aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc tant qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de trouver des moyens de aussi bien ne pas se couper de Microsoft que d'essayer de faire rentrer d'autres acteurs dans le marché, Oracle ou autre. Mais je sais pas. Je me dis qu'il y a un jour, ça risque peut-être d'éclater. Ça risque d'être compliqué parce que Microsoft ne peut pas, à mon sens, rester éternellement, on va dire, bloqué, peut-être, tout au moins, on va dire, uniquement sur le joug de la techno d'OpenAI. OpenAI a peut-être envie d'avoir sa propre, on va dire, de voler de ses propres ailes. Donc, je sais pas. Mais dans les cas de figure, pour l'instant, ça tient. Philippe ? Là, on voit pour ceux qui regardent qui suivent Tech & Co à la télé, on voit Satya Nadella derrière moi à l'écran.
Qui vient de serrer la main à Sam Altman, justement. Ouais. Voilà. C'était il y a quelques mois. Quelques mois. Mais c'était potes encore à l'époque, hein, c'était avant qu'ils s'engueulent. Toujours se souvenir que Satya Nadella, avant d'accéder à la tête de Microsoft, en a dirigé la division hardware. Satya Nadella, c'est lui qui a déployé Azure, qui a motorisé le déploiement d'Azure, qui a construit toute l'infrastructure qui permet de faire tourner Azure. Et dans le deal initial de Microsoft, moi, ce que j'avais trouvé génial de leur part, c'était que certes, ils mettaient beaucoup d'argent sur la table, mais que toute une partie de cet argent revenait en crédit Azure, puisqu'à l'époque, OpenAI n'avait pas d'autre choix pour entraîner ces modèles de plus en plus complexes que de s'appuyer sur des infrastructures déjà existantes. Alors depuis, ils essayent de pouvoir multiplier les sources, de pouvoir... ils n'ont pas cette autonomie et cette capacité d'exécution ahurissante d'un Elon Musk pour construire un Colossus en quelques mois. Mais ils ont besoin de ça. Moi, c'est comme ça que je lis le deal avec... du réseau entreprise aussi. Enfin, tu vois, toute l'intégration, enfin, de toute cette présence de Microsoft au sein des entreprises. Voilà, dans le même temps, on voit très bien que Microsoft teste différents systèmes, essaye de concevoir ses propres modèles, puisqu'il a l'infrastructure pour les entraîner. Et on voit bien OpenAI essayer de trouver d'autres partenaires d'infrastructure. Comme tu le rappelais, ils ont besoin d'argent. Ils crament quand même 5... on est à 5 milliards de dollars par an juste en coût d'infrastructure. Donc à un moment, ils vont vouloir s'en affranchir. Ils ont... et d'ailleurs, moi, c'est le premier commentaire que m'a inspiré le deal annoncé avec Oracle. C'est bien d'annoncer 300 milliards d'investissements chez Oracle. Mais avec quel argent ? Il vient d'où le cash ? Oui, c'est ça. Mais tu vis à crédit, Philippe. Voilà. Donc on est... ils sont dans une forme d'interdépendance dont ils essaient de s'affranchir. Je pense aussi que c'est le vrai message derrière, c'est que de toute façon, OpenAI va finir en bourse. Il n'y a pas d'autre solution. Puisqu'il n'y a plus personne pour les racheter, plus personne à la taille permettant de... Valoriser 500 milliards aujourd'hui. Voilà. 500 milliards aujourd'hui. On est à 500 milliars. Donc ils sont valorisés, le projet Stargate. Quand on pense que... un cash burn de dingue. Donc, 500 milliards, 2,5 fois le PIB du Portugal. Et un Google vient d'atteindre aujourd'hui les 3 000 milliards. Ouais. Mais Google qui existe depuis quelques années. Donc, jeune aussi, mais... Oui. On est bon ? Wait and see. Oui, on verra bien. Mais en tout cas, on a l'impression que les relations entre les deux entités... C'est leur intérêt que ce soit des relations apaisées. Je pense que voilà, on verra la suite, mais tant que Microsoft n'aura pas son indépendance, son IA à lui... Tiens, puisqu'on parle de relations apaisées, ça bouge justement pour l'avenir de TikTok aux US. Le réseau social chinois pourrait passer sous pavillon américain. Un accord aurait été trouvé en ce sens entre Pékin et Washington. On retrouve notre correspondant Antoine Lard à Washington qui nous explique tout ça. Oui, et c'est Donald Trump qui en a fait l'annonce tout à l'heure sur son réseau social, sans donner de précision concrète. Le président américain indique simplement qu'il va parler vendredi à Xi Jinping pour sceller ce deal dont les détails seront connus dans la foulée. Il faut rappeler que TikTok doit vendre ses activités aux États-Unis sous peine d'être banni. On sait que plusieurs milliardaires ou entreprises américaines se sont positionnés. Le patron d'Oracle, par exemple, ou encore le milliardaire Frank McCourt, connu en France pour être le patron de l'OM. MrBeast, le YouTuber, est également sur les rangs. On verra vendredi qui est l'heureux élu et surtout combien il va devoir débourser. On parle d'une somme qui pourrait atteindre 300 milliards de dollars si l'algorithme ultra performant de TikTok est inclus dans la vente. Trump, en tout cas, contrairement à sa position lors de son premier mandat, n'a jamais vraiment envisagé d'interdire TikTok. TikTok aux États-Unis, c'est 170 millions d'utilisateurs et donc autant d'électeurs mécontents en cas d'écran noir. Trump d'ailleurs a dit à plusieurs reprises que TikTok lui avait permis d'atteindre les jeunes et donc de gagner l'élection. Il a à 3 reprises déjà repoussé la date butoir pour conclure un accord. Il pourrait d'ailleurs la repousser une 4e fois, le temps de régler tous les détails, alors que le délai, en théorie, expire après-demain. Voilà les explications de Antoine Lard à Washington concernant le dénouement. Alors, vous savez, il faut prendre tout avec des pincettes là, avec Donald Trump, parce que visiblement, on en saurait plus en fin de semaine, mais d'ici la fin de la semaine, il pourrait se passer plein de choses. Je vous rappelle que le gouvernement américain et chinois se retrouvent à Madrid actuellement, discutent accords commerciaux, et dans la corbeille de la mariée, il y avait bien sûr cet épineux dossier TikTok.
ce qu'il y a d'excitant dans cette histoire-là, c'est comment TikTok va être transformé en boîte pure américaine. C'est ça qui est intéressant. Ton micro, Fred, ton micro. Remettons-nous quelques années en arrière et se dire que TikTok, ça va être décidé entre Donald Trump et Xi Jinping. Quoi. Ouais, c'est incroyable. De se dire, c'est pas le patron de Tencent qui va négocier avec le patron de Google, c'est les deux des hommes les plus puissants, si ce n'est les deux hommes les plus puissants du monde aujourd'hui. Alors c'est rigolo parce qu'on parlait d'Oracle hier avec son fondateur dont la fortune a explosé ces derniers jours suite au deal annoncé par OpenAI. Il faut savoir que TikTok aujourd'hui, si ça fonctionne aux US, c'est grâce à Oracle, puisque toutes les infrastructures, enfin les données de TikTok US sont stockées sur les serveurs américains, et visiblement Oracle devrait être encore à la manœuvre. Il devait l'être déjà, il y a le premier mandat de Donald Trump, on en avait déjà parlé. Voilà, on parle aussi de Michael Dell, pourquoi pas, qui pourrait monter au capital de TikTok version américaine. Messieurs, Philippe, Damien. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, sur ce que représente le poids politique qu'aujourd'hui un réseau social représente. C'est vrai, tu aurais dit ça il y a quelques années, tu trouvais un peu bizarre. C'est effectivement la preuve de la puissance de soft power que peut représenter un outil comme TikTok, aussi bien pour les Chinois que les Américains. Trump a plutôt bien joué avec les droits de douane et en essayant de mettre ça dans la corbeille. Moi, je me pose quand même la question de savoir où va le nœud de l'histoire, la pépite de l'histoire, c'est l'algo. Cet algorithme, qu'est-ce qu'il va devenir? Il est toujours la propriété des Chinois, je ne pense pas. Est-ce qu'il va être dégradé? Que sais-je? En général, les Chinois lâchent pas. Tu as raison, Damien. La pépite de tout cela, c'est l'algorithme de TikTok, qui fait que on est hypnotisé. Enfin, voilà. C'est l'algo et c'est aussi la manière dont il est entraîné ou paramétré, puisque le degré addictogène de la version de TikTok que nous expérimentons, subissons, on appelle ça comme on veut, dans le monde occidental, n'est pas du tout le même que celui qui est proposé dans sa version chinoise. Donc, à la limite, récupérer l'algorithme sans la possibilité ou sans les clés ou les moyens ou la compréhension de son paramétrage, pas forcément un intérêt énorme. Non, moi je trouve ça fascinant de voir cette espèce d'otage en or qui se trimballe dans des négociations entre superpuissants et superpuissances. Et comment la Chine a pu lâcher TikTok? Comment la Chine pourrait lâcher TikTok? C'est ça qui est dingue. Je pense qu'elle lâchera pas. Encore une fois, elle va pas lâcher TikTok, elle va lâcher une version. Peut-être la division commerciale, tu vois. Je pense pas, parce que si TikTok passe sous pavillon américain, ça veut dire que Non, mais tu peux avoir un accord commercial qui est la version chinoise Douyin ne pourra pas rentrer sur le marché américain et rentrer en concurrence avec le TikTok américain. Tu vois, une logique un peu comme ça de morcellement géographique pour faire en sorte qu'il n'y ait pas on va dire que les Américains puissent maîtriser cet outil-là sur leur territoire et en gros fasse une sorte de Facebook quelque part et que la version chinoise reste chez elle, comme il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont uniquement des champions dans leur zone géographique, mais nulle part ailleurs. Le V-Contact, le LinkedIn russe, il n'est jamais sorti de Russie, mais il existe et c'est un champion local, et ainsi de suite. Ça, c'est la thèse, oui. Mais le TikTok, là, ça concerne que le TikTok US. Oui. Et ça concerne que... Oui, mais et on peut se demander d'ailleurs si les Chinois ne sont pas à leur avantage à la manœuvre, et si ce n'est pas un moyen pour tordre le bras de Donald Trump et de l'aider à sauver la face. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'à côté, dans l'hypothèse où TikTok aurait été banni, Biden a déjà préparé 2 applis. Il y a un TikTok Lite qui est prêt à être déployé en appuyant sur un bouton. Il y a Lemonade. Et donc, les Chinois peuvent décider de toucher de nouveau 170 millions d'utilisateurs américains avec des applications différentes. Je pense que c'est aussi ça qui est dans la balance. Donc, je pense que c'est une arme. C'est un traité de non-prolifération qui est en train de se mettre en place. Est-ce que ça peut inspirer l'Europe, tout ça? Et obliger aussi Biden à modifier notre TikTok européen? Il va falloir qu'Ursula mette une cravate rouge et qu'elle apprenne à crier, parce que l'argument, et puis on a l'argument économique. Moi, j'étais assez frappé de voir les estimations qui ont pu être faites à droite ou à gauche sur la contribution
économique de l'activité de TikTok aux États-Unis, ça se compte en milliards de dollars. Ah oui. Donc je ne sais pas quel argument, puisqu'encore une fois, je pense que ce deal qui va être annoncé comme un succès pour le président Trump n'est qu'une des composantes de ce qui se négocie actuellement à Madrid, mais qui se négociait juste avant à Genève. La négociation a commencé à Stockholm, elle est passée par Londres. On est c'est un des fruits dans la corbeille. Je ne sais pas quels autres arguments les Européens peuvent mettre en avant en dehors de l'AI Act. Non, mais il y a par exemple les droits de douane des véhicules chinois qui sont lourdement taxés lors de leur arrivée en Europe. Ça peut être aussi, tout comme aux États-Unis, c'est un levier de négociation important pour Trump. On l'a, nous aussi, ce levier de négociation. On pourrait l'avoir, oui, tout à fait. Après, il faut vouloir le mettre en œuvre. Il va falloir, et ça voudrait dire aussi s'inspirer de la stratégie de Donald Trump. Exactement, et on a X pays. Et ça, je ne suis pas sûr que ça puisse passer. On a X pays autour de la table aussi, il faut que tout le monde soit aligné. Voilà, c'est ça. Et puis il faut arriver à l'incarner. Mais non, en toile de fond, et ce qui m'y fait penser, c'est ce que tu évoquais, Damien, sur V-Contact. Si le deal se fait, c'est un pas de plus vers ce qu'on appelle parfois en mauvais anglais le splinternet, c'est-à-dire la fin d'un protocole universel permettant à n'importe quelle machine de transférer les mêmes structures d'information d'un pays, d'un lieu à un autre, indépendant de la géographie. C'est la fin de la mondialisation numérique. Non, puis nous, c'est compliqué. Regarde TikTok, ce qui s'est passé en Roumanie, quand on a annulé des élections parce qu'on estimait qu'il y avait eu de l'ingérence. Chacun des pays, enfin, on a 27 pays. Il y a quand même un consensus pour dire que TikTok est quelque chose quand même qu'il faut réguler en quelque sorte. On est d'accord, même en Europe. Enfin, je veux dire, c'est un outil toxique. Oui, voilà. Vraiment. Et je pense qu'il y a quand même un certain consensus là-dessus. C'est peut-être ça par rapport aux États-Unis, où on a peut-être, bien qu'il y ait des mouvements aussi aux États-Unis, mais chez nous, tu vois, si nous on coupait TikTok aujourd'hui, je me demande si les Européens diraient oui, ben bravo, il était temps. En plus aujourd'hui. Je ne sais pas si les utilisateurs applaudiraient. Je ne suis pas certain. Vu la diction que la plupart des parents Européens ont envers TikTok. C'est leurs parents qui leur diraient. Lorsqu'il y a eu écran noir de TikTok aux États-Unis, les Américains, la plupart, sont partis sur une autre plateforme, c'était Red Note. Il y a toujours une fluidité de communautés qui vont se regrouper ailleurs. Donc il y a un moment, ça va gueuler, mais bon, ça ira ailleurs. Et crois-moi, Meta sera peut-être là pour leur dire venez, chers réfugiés, venez sur Instagram. Allez, pour terminer, cette association intéressante entre Airbus et Thales qui avance dans leur projet de créer ce géant européen de satellites qu'on attend tous. Les dirigeants d'Airbus se veulent confiants et prévoient de signer un accord d'ici la fin de l'année avec le troisième allié qui est l'italien Leonardo. Une réunion importante doit avoir lieu cette semaine selon la Tribune. Mathieu Pergebetti nous explique tout ça. Airbus et Thales discutent d'une alliance depuis plus d'un an et semblent cette fois alignés. Ils doivent fusionner leurs deux filiales dédiées au spatial. Leonardo participe aussi aux négociations et souhaite recueillir un tiers du capital du futur groupe pour peser autant que les deux autres groupes français. Le groupe italien détient aujourd'hui 33% de la filiale de Thales et devra verser plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas être dilué dans le nouveau géant européen des satellites. Un mariage à trois est devenu indispensable car Airbus et Thales enchaînent les pertes depuis plusieurs années. Les commandes des opérateurs télécoms ont chuté de moitié. D'abord, la télé par satellite décline, mais surtout, la concurrence de SpaceX change la donne. C'est le deuxième mouvement enclenché par l'État, actionnaire d'Airbus et de Thales dans le domaine des satellites. Cet été, il a annoncé une injection de plus de 700 millions d'euros pour relancer Eutelsat. L'opérateur de satellite est lui aussi secoué par Elon Musk et l'essor de son autre société, Starlink. Voilà ce mariage spatial Airbus, Thales, Leonardo pour essayer, non pas de se battre à armes égales avec des spaceships et Starlink, etc., mais au moins pouvoir entrer dans la bataille. Messieurs, positif ça. On termine ce Tech & Co de ce lundi avec une note positive, non ? C'est positif. Mais c'est positif. On aimerait qu'il y ait un facteur 10 en vitesse, puisqu'il n'y a pas de facteur 10 dans les montants. Et le facteur 10 en vitesse, je ne suis pas certain que ce soit dans les habitudes. Très bien que les discussions ont lieu depuis un an. Ok, elles ont lieu depuis un an, mais SpaceX lance plus de satellites en un mois que l'Europe en une décennie.
Ça, c'est la première chose. Ça fait mal. Hein. Et donc, voilà, c'est très intéressant de savoir que Airbus et Thales discutent. Pendant ce temps-là, SpaceX lance. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet pour moi, quand j'ai préparé un peu qui est un énorme éléphant dans la pièce. C'est qu'à aucun moment, Airbus, Thales ou Leonardo ne parlent du métier qui est en train de changer. Ils parlent de synergie, de fusion, de virer des gens, en gros. Très bien, hein, ils ont besoin d'avoir un modèle économique équilibré. Pendant ce temps-là, Starlink déboursait 1,7 fois le montant envisagé du champion européen, c'est-à-dire 17 milliards de dollars, pour acquérir tout un paquet de spectres radio pour faire du direct entre les satellites et les téléphones. On va parler la semaine dernière. Et donc devenir un opérateur télécom mondial. Alors, pour l'instant aux États-Unis, parce qu'il faut qu'il achète après les fréquences dans chaque pays. Absolument, mais voilà un lanceur de fusées et de satellites. Enfin voilà un opérateur satellitaire inconnu au bataillon dont tout le monde se moquait il y a 15 ans. Qui non seulement maintenant te lance 2 tiers des satellites actifs au-dessus de nos têtes sont des Starlink. C'est 2 tiers, pardon. Et donc on est sur du volume. Et maintenant, non seulement ils ont déjà déployé leur service terrestre, et là maintenant ils rentrent dans la voix et dans la téléphonie. Et pour moi, il y a un facteur d'échelle qui reste. Alors c'est extraordinaire que nos camarades à la tête de Thales et d'Airbus fassent ce premier pas, mais bon sang, s'il vous plaît, mettez-vous à courir. Et surtout, posez-vous la question de savoir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez lancer. Et c'est ça. Et comment va se passer la gouvernance de ce truc ? Non, parce que voilà, le projet Bromo, le premier point, c'est exactement ce que sait faire l'Europe. L'Europe, c'est bien faire des mécanos d'ingénierie. On n'est pas bon en soft, mais on est bon dans du hardware, on va dire. Donc on sait bien faire ça. On met du temps, mais on sait le faire. Donc là, c'est typiquement une action européenne et c'est très bien. Mais, d'abord, tu l'as dit, qui va prendre la tête du truc ? On l'a vu avec Airbus. La présidence tournante, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Regardez ce qui se passe chez ST Micro. Hein. C'est un gros bazar. Donc ça, c'est un premier point. Et ça, je pense, c'est le deuxième éléphant dans la pièce. Hein. Donc c'est comment va se faire la répartition du pourcentage du capital, qui va prendre la tête du truc, etc. Et donc là, les politiques vont rentrer en jeu. C'est pas fini. Et puis un deuxième élément, tu le disais, c'est qu'à la différence d'un Starlink ou même d'un projet Kuiper, c'est que là, on est sur une société qui dit, moi, je lance des satellites. Je les conçois, je les lance, mais je ne suis pas un opérateur. À la différence des autres, prenons Starlink, qui est un opérateur intégré. Donc, il va concevoir ce qu'il va envoyer, qui va l'envoyer, qui va opérer. On est dans la fin de l'ancien modèle industriel européen, qui est un modèle très horizontal avec des échelles et des échelons de sous-traitants de divers rangs, rang 1, rang 2, machin. Alors que le fou furieux de l'autre côté a démontré une chose dans ses bagnoles et dans ces fusées, c'est l'intégration verticale. Ouais. Ce que j'appelle dans le dernier chapitre de mon bouquin la verticale du fou, en référence à la diagonale du fou. Il est là-dedans. Et là maintenant, il rentre dans le métier d'opérateur télécom. Il suffit de regarder. Hein. Nous, aujourd'hui, en Europe, effectivement, on est 5 fois moins gros que les États-Unis. Hein. On a une centaine de tirs orbitaux en 10 ans. SpaceX, ils sont à 530 tirs, donc c'est ce qu'on vient de dire. Là, je regardais les chiffres. La NASA a financé SpaceX à hauteur de 6 milliards de dollars pour la seule année 2024. C'est 10 ans de financement pour Ariane Group par l'ESA. Donc déjà, on est dans une autre dimension. Mais nous, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en gros, on a 4 blocs. Si tu regardes le marché européen du spatial, on a le bloc financer des missions spatiales. On a un deuxième bloc, fabriquer les fusées. On a un troisième bloc, fabriquer les satellites. On a un quatrième bloc, opérer tout ça. Là, on n'est que sur un bloc avec Thales, Leonardo. On est juste sur la partie fabriquée des satellites de communication, d'observation. Donc on ne parle pas de lanceurs. On ne parle pas de lanceurs. On ne parle pas des missions de financement. Et de l'opérationnel. On parle de lanceurs. On a les moyens. Mais bon, dans ce truc-là, c'est pas alors que SpaceX fait lanceur. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est pas partir derrière SpaceX parce qu'on va se rater, comme Mistral ne court pas après ChatGPT parce que sinon ils vont se rater. C'est de choisir ses batailles. C'est de dire nous on va peut-être choisir
je sais pas, sur l'observation de la Terre. Enfin, il faut choisir ces deux, trois batailles et se concentrer là-dessus. Et là, riposter. Ils cherchent à, peut-être un jour, ils viendront avec Starlink à déstabiliser nos opérateurs. Eh bien, lançons-nous dans la bataille pour que nos opérateurs puissent continuer à vivre. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui. Il faut surtout pas... Il faut trouver l'argent. Hein. Oui, non, il faut trouver l'argent, mais ne surtout Starlink, pas... c'est des dizaines de milliards. Et je fais ce parallèle avec l'IA, c'est exactement ça. Mistral, tu peux pas dire Mistral va aller derrière ChatGPT. Il y en a qui valoriser 500 milliards, l'autre 16 milliards. On se dit, bon, c'est pas à peine, la course est finie, autant arrêter tout de suite. Oui, mais Mistral continue, prend ses batailles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut aller chercher. Il faut regarder. On s'est fait déstabiliser complètement sur les lanceurs, sur tout un tas de choses. Mais les Américains aussi. La NASA, c'était tout puissant. Boeing était tout puissant. Enfin, il y avait plein d'acteurs tout puissants. SpaceX a tout balayé d'un coup. Et c'est là où vraiment il va bien falloir choisir ses combats. À suivre. À suivre. Tout ça. Merci beaucoup tous les trois. Merci Philippe Devost, fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo, ancien directeur général de l'EPITA. Merci à Damien Douany, plaisir, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos. Et merci Fred Simotel. On se retrouve demain pour débriefer l'actu. Exactement, à nouveau. Voilà, 19h30, 20h30. Mais Tech & Co n'est pas terminé, les amis. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Avec, au sommaire, voilà WhatsApp qui fait ses courses chez Carrefour. Partenariat intéressant entre Meta et Carrefour. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis, on ira faire un dernier petit détour du côté de Berlin avec le salon IFA qui s'est déroulé il y a quelques jours. Pas mal de nouveautés à TV et notamment du côté du chinois Hisense. Un porte-parole de Hisense sera avec nous sur ce plateau. Et puis, bien sûr, Léa Benaïm pour le Tech Flash qui arrive juste après cette petite pause. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir choisis. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, très belle soirée. Merci d'être avec nous sur BFM Business et Tech & Co. Dans un instant, on s'intéressera à ce partenariat entre WhatsApp et Carrefour pour faciliter la vie des clients de Carrefour. On évoque ça dans une minute, mais auparavant, comme chaque soir, à 20h31 sur BFM Business, c'est l'heure du Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech, c'est maintenant, et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, il y a du nouveau concernant le sort de TikTok. Donald Trump a laissé entendre qu'un deal avait été conclu avec Pékin, même s'il faudra attendre encore un peu pour les détails. Le président américain doit rencontrer son homologue chinois vendredi pour négocier les derniers points. Pour rappel, TikTok risque une interdiction aux États-Unis tant qu'il ne trouve pas de repreneur américain. Et puis l'un des patrons de l'IA d'Apple quitte le navire. Il s'agit de Robbie Walker. Il était en charge de la stratégie autour de Siri. Un départ qui s'ajoute à d'autres. Ces derniers mois, plusieurs talents d'Apple ont déjà rejoint Meta, séduits par son projet de super intelligence. Et pour tenter de redresser la barre, la direction de l'IA a été confiée en avril dernier à Mike Rockwell, déjà en charge du Vision Pro. Et puis ça va très mal chez xAI, l'entreprise d'Elon Musk. Et oui, la start-up d'IA a licencié plus de 500 salariés, principalement en charge du développement de Grok, son chatbot censé concurrencer ChatGPT. Ces licenciements massifs interviennent dans un contexte déjà instable. Depuis début septembre, plusieurs dirigeants clés ont quitté l'entreprise. Parmi eux, le cofondateur de xAI, mais aussi le directeur financier et le directeur juridique. Également dans l'actualité, 3 poids lourds du secteur spatial s'allient pour concurrencer Starlink. Il s'agit d'Airbus, Leonardo et Thales. Ils se disent prêts à fusionner leurs activités satellites et ce pour créer un géant européen capable de rivaliser avec la solution d'Elon Musk. Ensemble, ils pourraient signer un accord de rapprochement d'ici la fin de l'année. Et enfin en France, Back Market se lance dans des magasins physiques. La licorne française, spécialisée dans le reconditionné, ne va plus se contenter du marché de l'e-commerce. Elle prévoit d'ouvrir des boutiques aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec 500 points de vente rien qu'en France d'ici la fin de l'année. En parallèle, Back Market se lance aussi dans la réparation de produits. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un documentaire exclusif réalisé par notre rédaction. Mélinda Davansoulas et Jean-David Duarte vous emmènent en balade à travers la Silicon Valley à la rencontre de ces acteurs qui font l'actualité de la tech. On écoute un extrait.
Google qui, du haut de ses bientôt 27 ans, doit notamment sa renommée à son moteur de recherche. Aujourd'hui, il est en forte concurrence, mais il maintient le cap. Nous sommes allés à la rencontre de Pandu Nayak, Chief Scientist de Google Search, pour en connaître tous les secrets et son importance pour l'entreprise. Pandu Nayak, merci de nous recevoir ici. Nous sommes ravis de vous parler. Vous êtes le scientifique en chef de Google Search, ici à Mountain View. Comment décririez-vous exactement ce rôle? Mon rôle, c'est de trouver des façons d'appliquer ces technologies pour construire la meilleure recherche possible. C'est une période vraiment remarquable. Il y a énormément d'opportunités. Mon travail consiste à aider nos équipes à intégrer ces technologies incroyables, l'intelligence artificielle et tout ce qui l'entoure, pour créer une expérience de recherche exceptionnelle. Voilà, programme à retrouver sur la plateforme Tech & Co, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, bien sûr, et sur l'appli BFM Business. 20h35, on va parler grande distribution et technologie maintenant avec nos deux invités. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Voilà, quand un géant de la distribution rencontre et s'associe avec un géant des réseaux sociaux, ça donne le partenariat qu'on va découvrir ce soir. J'accueille sur le plateau de Tech & Co Guillaume Cavaroc. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes directeur luxe, retail et e-commerce chez Meta. Et Emmanuel Grenier nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Aussi. Bonsoir Emmanuel, vous êtes directeur e-commerce, data, transformation digitale du groupe Carrefour. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez annoncé, il y a quelques jours à peine, ce partenariat entre vos deux sociétés pour faciliter en fait la vie des clients Carrefour, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à utiliser notre mobile pour faire nos courses, que ce soit pour la livraison, mais aussi pour le drive. WhatsApp va jouer une place prépondérante là-dedans, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Le but, c'est de faciliter le parcours de course en fait, du client en ligne. Une fois qu'il a passé sa commande, on va aller préparer la commande dans le magasin, en grande partie souvent dans le magasin, parce que ça nous permet d'avoir un assortiment très large. Et là, je commence avec l'appli Carrefour. Exactement, vous allez commencer avec l'appli Carrefour, vous avez passé votre commande, on lance la préparation, okay. Et s'il y a un produit qui manque, on va vous demander votre avis. Ça arrive jamais, ça. Ça arrive assez rarement, mais on veut offrir la meilleure expérience Bien possible. sûr. Donc, oui, parce que s'il manque, par exemple, le poulet qu'on voulait, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui proposent un produit de remplacement. Équivalent. Et d'ailleurs, on a toute une série de critères. On regarde si le produit est un produit végétarien, on regarde si c'est un produit sans gluten. Donc, on va proposer en fonction des allergènes un produit de remplacement. Et on va proposer ce produit-là au client via WhatsApp. Et on va lui dire, le produit A est en rupture. Malheureusement, désolé, on vous propose le produit B. Et il se trouve qu'on teste ça sur 50 magasins. Et les clients nous répondent, 60% des clients répondent en 45 secondes. Et dans 90% des cas, ils répondent « Ouais, j'accepte le produit de remplacement ». Mais avant, ça se passait comment? Avant, le client arrivait et on lui présentait le produit de remplacement qu'on avait choisi pour lui au moment où il arrivait avec sa voiture. Ah ok, d'accord. Oui, donc c'était vraiment tard dans le... tard, et donc on règle le problème du produit manquant, et surtout on évite la mauvaise surprise. Mais pourquoi ne pas passer par votre appli? Vous auriez pu très bien faire un push en disant, voilà, votre poulet n'est pas là, je vous propose ça en substitution, via l'appli Carrefour en fait. Parce qu'en fait, le canal de communication, WhatsApp, Guillaume pourra en reparler, est un canal qui est connu de l'ensemble des Français aujourd'hui, de 90% des Français, et on a plusieurs typologies d'échanges avec le client. On peut en avoir une sur la substitution. On peut en avoir une quand il se déclare, et ça fait l'objet de ce qu'on a annoncé hier, sur j'arrive au drive, je suis au drive, venez me remettre ma commande. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de se signer, il n'y a pas besoin de mettre de login, de mot de passe. Vous dites je suis là, et les gens viennent vous remettre leur commande. Ou alors quand vous avez une réclamation, vous allez dans WhatsApp, vous tapez directement j'ai un problème avec un fruit abîmé, par exemple, et l'IA vous répond automatiquement. C'est l'IA qui répond? C'est l'IA qui répond, qui fait les premières réponses, parce que je suis venu en parler sur le plateau il y a quelques temps. On est très avancé sur l'IA, donc l'IA nous aide énormément sur ces sujets-là. Une IA maison, Carrefour? Une IA maison, qui s'appuie sur des algorithmes qui sont faits par des grandes sociétés technologiques. Donc OpenAI, des choses comme ça? Exactement, Oui. Google, OpenAI. Okay. On a un partenariat surtout avec Google. Oui. Et derrière, on a à peu près 200 personnes
qui travaillent, on a plus de 100 modèles d'IA, qui travaillent les 100 modèles d'IA qu'on développe chez Carrefour. Guillaume, c'est intéressant parce qu'on connaît tous WhatsApp comme étant une messagerie qu'on utilise au quotidien, mais c'est aussi un formidable outil pour les marques. Et on le voit là, c'est-à-dire que vous arrivez en renfort pour faciliter en fait cette, comment dirais-je, cette fluidité client en fait que tous les distributeurs recherchent en fait. Exactement. WhatsApp dans la poche des consommateurs et des Français, ça existe depuis longtemps. Il y a 3 milliards de personnes sur WhatsApp dans 180 pays dans le monde. C'est plus de 100 milliards de messages échangés par jour. Mais la vraie révolution qui arrive depuis un certain temps et qui s'est fortement accélérée via des marques comme Carrefour et autres ces derniers mois, c'est l'utilisation de WhatsApp par les entreprises. Et pas simplement pour dire je suis sur WhatsApp et je propose un service, je propose un vrai service à valeur ajoutée. Ici, la substitution client. Demain, Air France, sur toute la partie voyage, j'ai un changement de porte d'embarquement ou de tapis bagage, j'envoie en temps réel ce changement à mes clients. Aujourd'hui, dans le monde, chaque jour, il y a 600 millions de messages qui sont envoyés entre entreprises et consommateurs. Et ça, c'est parce que des dizaines de millions de Français utilisent et connaissent WhatsApp. Ça permet d'envoyer beaucoup de choses sur WhatsApp, du SMS ou de l'email. C'est assez pauvre parfois. Là, vous pouvez envoyer, lorsque Emmanuel propose une substitution produit, il y a la photo du produit avec le prix et pourquoi c'est une bonne substitution par rapport aux produits manquants. On peut envoyer des vidéos, on peut envoyer des notes vocales. Par exemple, tous les matins, BFM Télé envoie sur les chaînes WhatsApp, qui sont encore autre chose, une note vocale avec les 3 actus du jour. Donc cette partie qu'on appelle le rich media... Oui, la petite promo qui pourra être en plus personnalisée finalement, suivant mes goûts. Exactement. Et ce qui est très important aussi, c'est que ça couvre, comme l'a dit Emmanuel, l'ensemble du parcours client. On peut l'utiliser à des fins marketing, c'est pas ce que fait Carrefour aujourd'hui, mais beaucoup d'entreprises l'utilisent pour un lancement de nouveaux produits. C'est ce qui est beaucoup le cas, par exemple, dans les cosmétiques, la mode ou le luxe, pour digitaliser le prospectus papier. Carrefour le fait et d'autres retailers alimentaires aussi, mais beaucoup en pré-achat et surtout en post-achat. WhatsApp, pourquoi pas Messenger? Parce que c'est vrai qu'à un moment, Messenger était... Moi, je me souviens, client Air France, comme beaucoup de monde, on proposait justement de poursuivre le dialogue via Messenger. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Messenger n'est plus forcément le canal qui était privilégié il y a encore quelques années. C'est plutôt WhatsApp maintenant. Alors, pour des, on va dire Ça va dépendre de beaucoup de choses. Il y a des pays qui sont très WhatsApp first. Il y a des commerces qui vont plutôt aller sur Messenger. Voilà, beaucoup sont sur les deux. Carrefour est encore présent sur Messenger. Il y a également la messagerie d'Instagram qu'on appelle Instagram Direct. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on voit une vraie montée en puissance de WhatsApp, notamment via les fonctionnalités que ça permet. Emmanuel, si j'ai pas WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas WhatsApp, on vous le fera par SMS. Et aujourd'hui, on a plus de 90% des clients qui ont WhatsApp. C'est ça et quand on regarde le système et cette innovation fonctionne, notamment sur les remplacements, sur plus de 50 magasins, on aura déployé la totalité d'ici le début de l'année prochaine, d'ici le mois de janvier, sur les plus de 1000 magasins. En fait, on a une hausse du NPS, donc de la satisfaction client, sur la commande de plus de 10 points. Donc en fait, avec ce sujet très astucieux, on appuie sur des grandes technologies, et la techno de notre côté, de la techno côté méta, on arrive à augmenter par la fluidité du parcours de 10 points le NPS. Alors, pour l'instant, vous parlez de cette substitution de produits quand il n'est pas disponible en rayon. On peut imaginer quoi aussi comme autre usage de messagerie telle que WhatsApp chez Carrefour? Vous pouvez même, à terme... Vous travaillez sur d'autres implémentations? Pour l'instant, on va déployer le remplacement, on va déployer je suis arrivé au Drive, on va déployer... Le gros sujet, c'est le service client et les demandes clients, pour rendre beaucoup plus fluide les demandes clients dans le langage naturel. C'est-à-dire, je vais parler à WhatsApp, je vais écrire en disant « j'ai un problème, répondez-moi » et l'IA va commencer à répondre et va vous guider dans... Le plus gros enjeu, c'est le service client. OK. Combien de sociétés aujourd'hui travaillent comme ça avec WhatsApp en France, par exemple? Alors en France, on n'a pas de chiffres exacts, mais c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'entreprises. Dans tout secteur, évidemment que le secteur de la distribution, des transports, j'ai cité Air France, on pourrait parler également du Club Med. Club Med, par exemple, utilise beaucoup WhatsApp pour préparer ses achats. Et ils se sont aperçus
qu'un consommateur qui avait interagi avec WhatsApp convertissait en moyenne 10 fois plus qu'un utilisateur qui avait simplement interagi avec leur site internet. C'est une aide à l'achat de son voyage, c'est une aide à l'achat, évidemment, sur une page d'un resort Club Med, il y a beaucoup d'informations. Là, je veux savoir si les animaux sont acceptés, quel est le prix à telle période ou autre. Je le fais sur WhatsApp. Ouais, j'allais compléter parce que au Brésil, on utilise WhatsApp pour passer des commandes. Ah, carrément. En France, dans notre activité B2B, WhatsApp est utilisé pour passer des commandes. Exactement. Donc on peut aller Donc ça, c'est pour le B2B, ça veut dire quoi? Ça veut dire des commerçants qui achètent des choses qui achètent sur notre activité Atacadão, qui est un leader du B2B au Brésil, qui achète. Qui est en fait des gros volumes. Exactement. C'est ça, hein. Donc on peut tout imaginer. Donc on peut tout imaginer. Et ce qui est important, c'est que ça fluidifie. Je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de mettre votre mot de passe et votre login mot de passe. Et surtout, vous pouvez parler en langage naturel. Et donc, en fait, tout est simplifié. Emmanuel, puisque vous êtes avec nous sur le plateau, donnez-nous encore quelques exemples de l'arrivée de l'IA et de la transformation que apporte l'IA pour les clients dans l'expérience magasin. On sort de WhatsApp. Aujourd'hui, mon parcours dans un magasin Carrefour, est-ce qu'il est changé, est-ce qu'il est modifié aujourd'hui grâce à l'IA ou pas? La première chose qui est modifiée, c'est avant le parcours en magasin, tout ce qui concerne les catalogues historiques que vous connaissiez, les catalogues papier qui ont disparu chez Carrefour, on vous les présente sur l'appli. Et au lieu de vous les présenter avec la même pagination qu'avant, on vous propose à vous, personnellement, les produits qui vont mieux convenir dans les premières pages du catalogue. Okay. Donc on va simplifier vos courses. Donc mes préférences en premier. Exactement. Parce que vous connaissez mes habitudes d'achat. Deuxième chose, je vais pouvoir vous fabriquer des promos, pour le coup, spécifiques. Là, tout à l'heure, dans le catalogue, c'était parmi les produits du catalogue, je vous pousse ceux qui vous intéressent. Là, deuxième sujet, je vais vous proposer des promotions spécifiques à vous. Sur un produit avec un prix que vous allez pouvoir acheter en magasin, au moment du passage en caisse, vous allez obtenir la promotion. Donc, c'est vraiment la logique de personnalisation du parcours, et notamment autour des promotions. Très bien. Est-ce que le parcours du client qui aujourd'hui rentre dans un magasin avec son caddie, aujourd'hui, il y a ces pistolets là qui permettent de gagner du temps parce qu'on scanne, etc. Et même pour payer, c'est plus pratique. Est-ce que tout ça va se poursuivre ou est-ce que demain, finalement, comme l'avait imaginé Amazon, on rentre dans des magasins, le magasin détecte qui est là avec son téléphone et puis on ressort sans payer? C'est quelque chose, c'est un fantasme ça ou ça va arriver? Non, il y a plusieurs étapes qui vont arriver. Déjà, vous arrivez, il y a du Wi-Fi dans les magasins, vous avez l'appli, on va savoir qui vous êtes, on va pouvoir vous poser des promotions au moment où vous circulez dans le magasin. Donc je serai géolocalisé dans le magasin. Vous serez géolocalisé. Je passe au rayon pâtes, vous allez me dire, attention, il y a ça. Okay. On va pouvoir vous dire, quand vous avez une question sur où est-ce qu'il y a un produit, ce qui est quand même une grande question des clients, il y a jusqu'à 100 000 produits dans un magasin, où est le produit? Lui dire où est le produit dans le magasin, que les produits commencent à être géolocalisés, les clients sont géolocalisés. Et pour le passage en caisse, alors le passage en caisse, c'est encore un autre sujet. Vous savez que les caisses automatiques se sont déployées dans une grande partie des magasins. Après, il y a aussi la volonté, parce que c'est la demande des clients, de garder un lien social et un lien de relation entre le client et l'autre, ou le test de caisse. Passionnant tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à Guillaume Cavaroc, directeur luxe, retail et e-commerce chez Meta, et Emmanuel Grenier, directeur e-commerce, data et transformation digitale du groupe Carrefour. Si vous êtes un client Carrefour, apprêtez-vous à recevoir des messages donc WhatsApp sur votre téléphone. Merci. Merci à vous deux. Merci. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Sylvain Trinel nous a rejoint. Bonsoir Sylvain. Alors, journaliste à Tech & Co bien sûr, et ce soir on va parler de l'anniversaire de l'une des plus célèbres franchises du jeu vidéo. Et oui, c'est une jolie histoire qui dure depuis maintenant 40 ans, ça nous rajeunit pas, hein. Souvenez-vous, c'était le 13 septembre 1985 et il y avait Super Mario Bros qui débarquait. Ce jour-là, un petit plombier moustachu devenait une star mondiale. À l'époque, c'était une vraie révolution. Hein, Mario, moustachu, mais il est beaucoup plus moustachu. Oui, c'est ça, exactement. Il a gagné en moustache au fur et à mesure, un peu plus que moi d'ailleurs. Oui, mais
Mario ne saute plus seulement sur place, comme sur borne d'arcade. Maintenant, il avance, il court, il traverse un univers coloré, interactif, sans savoir qu'il va changer à jamais l'histoire du jeu vidéo. Mais attention, ce n'était pas sa première apparition. En 1981, il s'appelait encore Jumpman et il grimpait sur les échafaudages de Donkey Kong, rien que ça. Et 2 ans plus tard, il devient officiellement Mario avec la borne d'arcade Mario Bros. Depuis, le plombier le plus célèbre du jeu vidéo a enchaîné les records, génération après génération. Tenez par exemple la licence Mario, c'est 450 millions de jeux écoulés au total, 200 titres dans toute la saga et surtout 1,2 milliard de pièces d'or collectées par les joueurs au fil de ces aventures. Alors justement, 40 ans ça se fête, Nintendo prévoit quoi ? On espérait un tout nouveau Mario en 3D 8 ans après Mario Odyssey sur Switch. Il n'en est rien, en tout cas pas pour l'instant. Dans le dernier Nintendo Direct qui a été diffusé vendredi dernier, l'entreprise japonaise a plutôt annoncé un remaster des 2 Super Mario Galaxy sortis sur Wii, qui sortira en octobre prochain, quelques mois avant le nouveau film d'animation basé sur cet univers, quelle aubaine. En début d'année, les joueurs Switch 2 auront aussi rendez-vous avec Yoshi et le livre mystérieux et Mario Tennis Fever, 2 nouveaux épisodes inédits. Et enfin, si cela ne vous suffit pas, il y a toujours Mario Kart World disponible depuis le lancement de la Switch 2. Il fait un carton puisqu'il s'est déjà vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Et bon anniversaire donc à Super Mario. Bon anniversaire Mario. Merci beaucoup Sylvain Trinel, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et pour terminer cette émission, on va plonger dans les nouveautés d'une marque chinoise que vous connaissez sans doute. Il s'agit d'Hisense avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et Damien Neymar nous a rejoint. Bonsoir Damien. Bonjour François. Un grand merci d'être là. Fraîchement de retour de Berlin et de l'IFA, ce grand salon dédié aux technologies, qui est un grand rendez-vous européen à la rentrée chaque année. Damien, vous êtes directeur marketing de Hisense France. Hisense, carte d'identité rapide. Carte d'identité rapide, Hisense, c'est une marque chinoise qui a un peu plus de 50 ans, qui fait des produits premium. Et on est une marque qui marchons sur nos 2 jambes. D'un côté, les produits bruns, télé, oui. Audio, projecteur, et d'un côté, les produits blancs, donc tout ce qui est électroménager. Et vous présentiez évidemment de l'électroménager et de la télé durant cette IFA. On va parler télé dans un instant, mais l'électroménager, c'est intéressant pour tous ceux qui sont fans de tech, puisque maintenant, tout est connecté. On est d'accord. Jusqu'où on va aujourd'hui dans l'électroménager ? Et qu'est-ce que vous avez comme exemple à nous proposer et que vous avez présenté à l'IFA ? Alors, une des grosses innovations, c'est un mot qu'on entend partout, et je crois que vous en parliez il y a quelques minutes avec vos invités, c'est l'intelligence artificielle. On en mange à toutes les sauces depuis quelques années, mais cette année, nous, on pense en tous les cas apporter quelque chose d'un peu disruptif et d'intéressant, c'est qu'on ajoute dans nos produits électroménagers de l'intelligence artificielle conversationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que demain, on va pouvoir parler directement à son réfrigérateur, à son lave-linge, à son four. Sans passer pour un fou. Ça, je laisserai chacun en juger. Mais c'est-à-dire, ça sert à quoi de parler exemple à son très concret, sachant que nous, chez Hisense, en tant que deuxième fabricant mondial de réfrigérateurs, gros industriel en lave-linge, en four, on a intégré ça. Donc, en lave-linge, par exemple, je me fais une tâche de sang sur ma chemise. La majorité des gens ne savent pas forcément comment la laver. Là, je vais tout simplement dire à mon lave-linge, je viens de me faire une tache de sang, est-ce que tu peux choisir le bon programme pour le laver ? Soit on donne directement tous les détails, c'est du coton, du synthétique, etc. Soit le lave-linge va le demander, que ce soit à la voix ou par écrit. Et avec ces différents choix, on va pouvoir directement lancer le bon programme. Un autre exemple sur le four, je veux faire des lasagnes. Je vais tout simplement dire à mon four qui a de toute façon une caméra embarquée, je souhaite faire des lasagnes, occupe-toi de tout. Très bien, je lance un programme en 180 degrés pendant 20 minutes. Je passe en mode grille tout seul à 220 degrés pendant 5 minutes et les lasagnes sont prêtes. Donc tout l'objectif chez nous, c'est que toute cette technologie qui fait un peu peur, en fait, on s'en occupe plus du tout. Le lave-linge, le réfrigérateur, le four va s'occuper de tout. Et donc c'est la voix qui devient la nouvelle interface, c'est ça ? Exactement. Cette voix, on peut l'utiliser directement sur ces produits électroménagers ou via un smartphone, ou pour les personnes qui préfèrent à écrire, c'est à l'écrit. Et ça, c'est des produits, quand on parle de demain, qui ne sont pas après-demain. C'est vraiment demain, donc au printemps 2026, sur l'ensemble de nos gammes premium, on arrive sur le marché français. Donc ce n'est pas de la science-fiction. Et en effet, on a montré ça pendant l'IFA et qui a fait
je pense que c'est un gros succès auprès des visiteurs. Intéressant de voir que voilà, on va dialoguer avec nos machines du quotidien, c'est fou. Est-ce qu'on va dialoguer aussi avec les télés? Parce que, alors, vous êtes aussi très prolifique dans le monde de la télévision, hein. Vous avez plein de télés, vous faites aussi de la projection, en fait, vous êtes très réputé pour ça. Qu'est-ce que vous avez présenté justement à l'IFA? Et est-ce que, de la même manière, on va pouvoir parler à sa télé? Alors, je vais répondre à la première question qui est: est-ce qu'on va pouvoir parler à sa télé? Oui, évidemment, si on est capable d'aller mettre de l'intelligence artificielle conversationnelle dans l'électroménager, on sait évidemment le faire dans la télé, sachant que chez iSense, on développe nous-mêmes tout notre écosystème, que ce soit sur les produits bruns ou blancs, on n'est pas que fabricant de produits de hardware, on fait aussi tout le soft. Donc là, typiquement, à sa télé, on va pouvoir dire: je cherche un film Spider-Man avec un méchant qui jette de l'électricité, parce que je me souviens plus ce que c'est. Automatiquement, le téléviseur iSense va aller trouver le bon film et va le proposer sur les différentes plateformes de streaming. Il va comprendre ce qu'on est en train de dire, si on n'a pas les bons mots. Exactement. Et là, vous faites appel à quelle technologie? C'est quoi? C'est OpenAI? On est multiples technologies. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, on travaille avec une plateforme Microsoft Azure, qui est une sorte de plateforme qui va compiler les différentes intelligences artificielles. Et nous, on est agnostique sur le sujet. Donc, on va travailler avec plusieurs types de GPT, d'intelligence artificielle en fonction du sujet. Alors ça, c'est l'IA dans la télé. Alors l'IA, elle est un peu partout, j'imagine aussi dans l'image. Est-ce qu'il y a des nouveautés en matière de télévision, qui ont été présentées à l'IFA? La grosse nouveauté du marché qui arrive dès cette fin d'année, et sur lequel iSense s'est déjà positionné en tant que leader, c'est un mot qui peut paraître un peu barbare, c'est le mini-LED RGB. Alors qu'est-ce que c'est que cette technologie? Le mini-LED, déjà, c'est tout simple, c'est des LED qui sont un peu plus petites. Voilà, ça permet d'être beaucoup plus précis en termes de qualité d'image. Et cette nouvelle technologie qu'on va lancer sur le marché, le RGB, ça représente en fait les 3 couleurs primaires: rouge, bleu, vert. Et une LED, normalement, c'est une diode bleue qui va projeter de la lumière sur un filtre de couleur. Et c'est ce filtre-là qui va aller générer la couleur. Et toute l'innovation, vraiment cette nouveauté, c'est que maintenant, nos LED ont directement les 3 couleurs primaires d'intégrer. Donc le bénéfice de ça, c'est qu'on va avoir un spectre de couleurs qui va pouvoir s'afficher à l'image qui n'a jamais été atteint auparavant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, vu qu'on va retirer tous les filtres de couleurs qui existent depuis des dizaines d'années dans le monde de la télé, dans le monde de l'image, pour arriver directement avec ces LED qui vont projeter la couleur. Donc c'est là pour vous la future révolution de l'image qui est projeté sur la télévision. Alors, au-delà du futur, c'est même le présent, vu que iSense a été la première marque à lancer cette technologie-là sur le marché français. Mi-septembre, avec un produit d'une très grande diagonale, 116 pouces. Mais en effet, l'année prochaine, on arrive avec des diagonales beaucoup plus grand public sur cette technologie. Et le prix sera grand public ou ça restera du très 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 premium? Alors, sur le 116 pouces, c'est évidemment du très premium, parce que là, on est sur le téléviseur le plus grand du marché. J'ose à peine vous demander combien ça coûte un 116 pouces. 20 000 €. 20 000 €, d'accord. Voilà, c'est du très premium. Et ensuite, sur du produit à taille plus grand public, on va, arriver sur des prix de produits premium. On ne les a pas encore aujourd'hui, mais ça va être en effet des produits haut de gamme, ce qui correspond aussi au positionnement aujourd'hui de la marque iSense en France. Merci beaucoup Damien. Voilà, iSense qui est présent sur tous les fronts, à la fois dans l'électroménager mais aussi la télé, avec plein de nouveautés qui ont été présentées donc à l'IFA. Merci Damien. Merci François. Damien Neymar, directeur marketing de iSense France, pour terminer ce Tech & Co. Voilà, bientôt 21h. Un grand merci de nous avoir suivis. Comme chaque soir, on sera là demain, bien sûr mardi. Les replays, les podcasts qui vous attendent, bien sûr. Et à demain, 19h30. Salut à tous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.